Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cinécast, le premier de l'année, toujours en compagnie de Aurel et Steph. Salut les garçons. Salut. Bonjour. Bonne année à vous. Bonne année. Bonne année aux auditeurs, on vous souhaite le meilleur en ciné et puis même dans... Et le pire aussi, hein, parce qu'il faut toujours voir des bons nanars. Et puis en plus le pire en ce moment, on est bien parti. Attends, on va en parler. En même temps le pire c'est qu'on est le 10 janvier et que ça fait 4 ans. T'aimes bien David toi? Ouais. Bon oui. Bon oui. Nous ne sommes pas seuls, messieurs. Non. Puisque nous avons un invité exceptionnel. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas reçu, Mathieu, pour parler ciné. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Et bonjour à tous et bonjour aux auditeurs. Et donc forcément Mathieu lui il vient que pour les gros podcasts et donc il dit gros podcasts, c'est quand on a besoin gros films. On a besoin de culture. On a besoin de culture. On a besoin de cette précision toute mathieuienne. J'ai besoin que la force soit avec vous. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc Aurel, de quoi est-ce qu'on parle là? Je sais pas. Du dernier Star Wars, l'ascension, c'est ça, c'est l'ascension de Skywalker. Je crois pas. C'est The Rise of Skywalker. Je crois que je ne connais pas les sous-titres. Eh ben, tu as le réveil de la Force. Le deuxième, c'est le dernier Jedi. Les derniers ou le dernier, je sais jamais. Ouais, vous êtes à peu près quoi. Et là, c'est l'ascension de Skywalker. Donc, je croyais qu'on allait faire tous les sous-titres. Non, les autres, je les maîtrise, je crois. Non. C'est quand même. Oui. Mais c'est les derniers que je maîtrise pas. Bon, bah oui. Voilà. Donc on est allé voir, forcément le dernier, la clôture, l'épisode ultime de l'arc Skywalker. On va pas faire trop de présentation. Si ce n'est que rappeler que pour l'instant l'épisode 8 avait copieusement énervé les fans, que aussi en urgence c'était Colin Trevorrow qui devait le faire, c'est ça? Après le carton de Jurassic Park. Voilà, qu'il avait été débarqué, on sait pas trop pourquoi, mais bon. Différents artistes. Voilà, c'est ça. C'était. Mais il reste crédité au scénario. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Il me semble bien. Pour être remplacé in extremis aussi par du coup J.J. Abrams qui avait fait le premier, Le Réveil de la Force. Tout ça a été assez confus, donnait le sentiment qu'encore une fois rien n'était maîtrisé, et puis avec beaucoup de déclarations qui laissaient présager qu'on allait avoir un épisode un peu zarbi en forme de rectification en tout cas de ce qu'avait tenté Rian Johnson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas dans l'épisode 8, mais qui lui avait tenté des trucs avec toute la mythologie. Je pense que du coup on en parlera. Donc voilà un peu l'épisode qui nous est délivré, qui a été fait quand même assez rapidement, qui vient après le naufrage Solo. Voilà, qui vient après le naufrage Solo. Que vous avez vu? Oui. Non. Ah, Mathieu? Non. Tu te rends compte à quel point a priori, ils ont su nous mettre loin de cette franchise. Mais je suis pas allé voir au cinéma. L'épisode Solo, ça a laissé des traces. J'avoue que le Solo interprété par quelqu'un d'autre que Harrison Ford, c'était. Mais oui, le postulat de base, il fonctionne pas déjà. C'était quand même problématique. Et le pire, c'est que du coup, l'insuccès du film fait que comment on appelle ça, le préquel, pardon, le terme ne me revenait pas. Le préquel sur Obi-Wan ne sortira qu'en série télé. Mais ce qui est peut-être pas plus mieux parce que finalement, ce qui était pas plus mal, ouais. Ce qui était pas mal parce que apparemment Mandalorian c'est plutôt bien et donc le format série en fait sied plus à Disney. Ouais, et pourtant c'est bien avec Ewan McGregor et je pense que ce film avait le projet avait ses chances en tant que film en salle. Ouais. L'idée des Star Wars Story, je pense. Ouais, c'était pas mal. Il était pas bête quoi. Et c'est vrai qu'il s'est coulé quand même beaucoup de temps entre l'épisode 3 et l'épisode 4.
où il pouvait potentiellement se passer beaucoup de choses. Et t'as un gouffre où tu peux raconter énormément de choses là-dedans. Le Rogue One, tu l'as vu, Mathieu ? Rogue One est un grand film. Ouais. Chouette, mais c'est ça qui est... Ouais, je suis d'accord. Grand film. Ah si, moi j'irais pas jusque là. Non, moi non plus. Bon film, mais c'est un film que j'ai bien apprécié. Un vrai film d'aventure, quoi. Moi. J'ai bien aimé. Vraiment très chouette. Donc non, c'était plutôt cool. Donc voilà en fait le film qui nous est donné avec toutes ces incertitudes. Quoi dire d'autre ? On va pas refaire l'histoire ni où on en est. Simplement que peut-être rappeler ce qu'on en attendait ou pas, c'est-à-dire que rien. Je vais commencer. C'est-à-dire que on était partagés. Il n'y a pas eu de frissons en attendant la sortie, comme on a pu avoir au réveil de la force. Une communication assez tardive, malgré tout, parce que les premiers trailers sont venus assez tard dans l'année. On sait à peu près pourquoi, parce que le film est sorti, ça cartonne, il n'y a pas de mystère là-dessus, ils vont attendre le milliard sans trop de problèmes. Mais on a, comme maintenant à chaque sortie de gros blockbusters, les langues qui se délient un petit peu. A priori, Abrams n'aurait pas eu du tout les coups des franges pour faire ce qu'il voulait. Il est très échaudé, même s'il fait la promo. Et en plus, c'est un film qui est important pour lui, puisque c'est la fin de son partenariat avec Disney. Puisque alors moi je découvre qu'il était un peu sous licence comme ça se faisait il y a encore quelques années de studio, et a priori il part pour Warner. Warner détenant le droit d'exploitation des licences DC Comics, il se pourrait que DC le réutilise pour remplacer Snyder. En tout cas, pour avoir Il va nous faire un reboot du Superman, tu vois. Non, mais en tout cas d'avoir une visibilité un peu plus marquée, faute d'avoir un sorte de showrunner. Ouais, c'est ça, ouais. Sur les séries, ouais. sur tout ça, parce que ça part un peu. Enfin, on le sait, les DC Comics, c'est un peu mal barré, quoi. Donc il y a tout ça, et effectivement je pense que la communication tardive elle vient du fait que le montage étant pas encore très abouti, ils savaient pas forcément ce qu'ils allaient montrer, et que on a déjà eu des précédents de choses montrées dans les bandes annonces qui apparaissaient pas dans le film. L'hélicoptère et le train dans Mission Impossible, absolument, notamment, et que je pense que les fans de Star Wars ce plan était extraordinaire de l'hélicoptère qui arrivait sur le camion. Une bande-annonce là-dessus. Je pense que rien que pour ça, j'espère qu'il sera dans les bonus du. Donc, il est déjà sorti, oui. Il n'y est pas. Non. Alors, je pense que Macquarie, il est carré sur son montage, il bouge pas. Non, il l'a exprimé d'ailleurs en interview qu'effectivement, ce qu'il a coupé, il l'a coupé. Et il ne le montrera pas. Heureusement qu'il y a Top Gun qui arrive, parce que je suis en manque. Donc effectivement, en communication tardive, tout le monde a trouvé que quand même la trilogie était poussive, a été déçu sur l'épisode 7, qui est quand même juste une ressucée de l'épisode 4, espèce de remake, reboot, quand même pas terrible. Les derniers Jedi essayent un truc qui est peut-être un peu trop radical dans l'univers Star Wars, et la volonté d'Abraham, c'est reprenons-nous tous dans les bras, faisons des câlins et mangeons du Wookiee, quoi. Bon, à voir effectivement ce que ça a donné. Mais moi, j'avais pas forcément une attente particulière. On avait déjà parlé quand on avait fait la revue des films d'ici la fin de l'année, en disant que c'était quand même assez dingue de pas être aussi hypé que ça par. Oui, et puis d'ailleurs, j'y suis pas allé moi le jour de la sortie. Oui, c'est ça, on s'est pas bousculé. Non, j'avais pas effectivement une impatience. Alors que moi je me souviens que ce soir pour la ressortie des épisodes 4, 5, 6 en remaster là, tu vois les trucs un petit peu dégueux qu'avait fait Lucas, moi j'étais tout de suite, quoi. Moi aussi. Ou même la prélogie, j'y étais dès que j'ai pu, quoi. 96, 97, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, moi il n'y a pas de questionnement à se faire. J'y étais. Moi, la menace fantôme, première séance à 11h du matin, le mercredi. J'étais tout seul. C'était pas normal en vrai. Voilà, mais t'étais aussi rétrospectivement dans une ville particulière. Non, mais du coup, c'était une. Mais oui,
arrangé, c'est une projection dans une grange. Un truc tout bête, les cinémas ne font pas d'opérations comme ça peut être le cas pour le Seigneur des Anneaux. Le truc à minuit pile, c'est ça, ouais, de marathon. De marathon. Ils ont repassé à Cinécité les volets 1 et 2, enfin donc 7 et 8. Ah ouais. Je crois que TF1 a passé le Réveil de la Force. Et aussi, non, pas les derniers Jedi. Non, je pense un peu. C'est Canal qui l'avait. C'est Canal qui l'a. Donc, mais il n'y a pas eu une. Alors que toi, période de Noël, marchand de jouets, etc. Bah ouais, non. Mais du coup, ça fait longtemps, si tu veux, que cette hype elle est tombée. Peut-être que le 8, le 7 plutôt, était un épisode que je me souviens, que moi j'attendais. Mais encore déjà déçu par la prélogie, je pense que j'attendais moins que ce que j'avais pu les attendre. Et puis après l'enchaînement, c'est ça. C'est que tu es déçu par la prélogie, donc c'est quand même important de rappeler ça, puisque donc George Lucas lui-même t'avait déjà déçu. Ah mais oui, mais c'est là où je m'aperçois qu'en fait moi je suis pas un fan de Star Wars. Si tu veux. Alors moi non plus. On va en reparler. Quand je reprends tout le truc, je me dis en fait qu'est-ce que j'ai aimé. En vrai, le 4, le 5, le Jedi. Enfin, ouais, le retour du Jedi, il est ce qu'il est, et il y a des trucs qui m'intéressent et d'autres qui commencent à m'emmerder déjà. Et puis en fait, c'est peut-être une question de maturité aussi. Enfin, je sais pas, tu vois, le fait de se dire. Je sais pas. La prélogie m'a pas intéressé. Je viens de me rendre compte que je n'ai vu ces épisodes qu'au ciné, donc qu'une fois. Je ne les ai jamais revus. J'ai pas eu envie de les revoir. Je les ai en Blu-ray, j'ai fait l'acquisition de la totalité en Blu-ray. Alors, je les ai tous revus avant d'aller voir le 7. Je les ai tous revus dans l'ordre. Alors, dans l'ordre dans l'ordre chronologique de l'histoire, pas des sorties. D'accord. Ça doit être bizarre ça, non? Ça fonctionne parce que t'as le background quand même. C'est intéressant. Quelqu'un qui ne connaît pas le Star Wars, tu lui fais pas commencer par l'épisode 1? Je pense que si. Je pense que pour mon fils, par exemple, quand je lui montrerai, je pense que je lui montrerai dans l'ordre chronologique de la série. Ah ouais? Oui. Ouais, ça me paraît pas con. Je sais pas, moi je suis un petit peu. Disons que les épisodes 1, 2 et 3 existants, aujourd'hui, il me paraît difficile de commencer par le 4. J'aurais l'impression de... Alors, sachant qu'il y a... tu montrerais l'histoire en cours, en fait. Oui. Tu fais comme nous. Après, t'as une attente par rapport... T'as une attente par rapport à ce qui s'est passé avant, qui serait... Il y a une sorte de révisionnisme à faire ça comme ça, les gars. Oui. Il y a une sorte de révisionnisme. Oh là là. Bon, bref. Allez, donc on va débriefer sur cette... Ouais. Donc on est en total spoiler, on est bien d'accord. Oui. Donc voilà, débranchez si c'est maintenant, allez le voir et puis vous reprendrez plus tard. Et Tristan, les parents de Ray sont... Ah, faut que je dise qui sont les parents de Ray. D'accord. Non, peut-être commencer par un tour de table rapide pour savoir qui a aimé et qui ne l'a pas aimé. On lève les mains. Tout à fait. Alors, je crois qu'on est côte à côte. Nous, on fait partie du clan des pas convaincus du tout. Des bofs, on va dire. Le clan des pas convaincu du tout. Ce film est une merde, n'allez pas le voir. Alors, ce film n'est pas mauvais, mais il n'est pas loin d'être mauvais. C'est compliqué de donner un qualificatif à quelque chose dont en fait que t'oublies instantanément en fait. Donc, je saurais même pas. Instantanément. Je saurais même pas te dire en fait que si c'est bon, si en fait c'est insipide, inconsistant, c'est. J'ai même pas la force de détester. C'est te dire, je vais même pas me mettre en colère aujourd'hui. Alors, tu vois, je vais même pas pousser du 7, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire que vous avez kiffé. La scène culte du 7. Ce que tu dis, du 7. Du 7, celui d'avant. Non, le 8. Premier. La réveil de la force. Ouais. Non, mais attends, on me pose pas une question. Alors, si, moi j'aimais bien la poursuite. Au départ, avec le faucon dans les ruines des destroyers, etc. Et je trouvais que le rythme du film jusqu'à la mort de Han Solo, en fait, était extrêmement rythmé. C'était un film qui était vraiment où tu sentais en fait le côté très jouissif et le côté d'Abrams qui était aux commandes de son joujou, et il y avait un côté jubilation que tu ressentais. Donc t'as quand même une scène dans tout le film. Au moins, ouais. Moi, j'ai avec aussi le costume de Driver, forcément, et sa voix. Tu vois, et toi, Mathieu, la direction artistique, moi, qui me plaisait bien. Ouais. Bon, la mort d'Han Solo, quand même, je pense. Non. Le 8. Ah, le 8, j'en ai plus. Ah ouais? Ouais. Le combat
entre Ben et Ray qui zigouille Snoke là avec les gardes rouges. D'accord. Qui je et puis trouve, la planète rouge. Et la planète rouge à la fin. Mais Et les puis gars, le vous êtes en train de le Destroyer. Non, qui est... c'est vraiment- moi, je garde- T'es en train de vouloir réduire Non, ces je épisodes réduis à des rien. scènes. Ça y est, ça Non, non. commence. Ça y est, Non, Je dis simplement c'est à que- l'appui de la Si, démonstration qui va c'est venir. ce qu'il a Non, dit. en Si, c'est ce sortant qu'il a du dit, neuf. Steph. C'est ce qu'il a dit. Il a hein. dit des En trucs sortant du 9, t'en gardes plein de T'as souvenirs. parlé de ma Moi mère. aussi. T'as parlé de ma mère. Non, simplement que toi, t'as moi, j'ai pas forcément de grosses scènes marquantes du set. Effectivement, le Faucon, parce que c'est la première fois que tu le revois tourner avec les effets spéciaux actuels. Et puis elle est bien faite. Les décors sont chouettes. Enfin, vraiment. Mais en-delà de ça, tu gardes pas grand-chose en scène spectaculaire, si ce n'est effectivement la mort de Han Solo. Le 8, tu sens déjà qu'il y a un peu plus de cinéma, de scènes marquantes. Les traînées sur la... Mais tu gardes quand même la scène de la fin. Sinon, c'est quand même juste un vaisseau qui poursuit un autre. Bon. Et en sortant du film, je me suis dit, il y a plein de défauts, etc. Mais finalement, je garde plus de scènes marquantes dans le 9. Dans le 9 Ouais. Alors, tu dois sans doute parler de l'attaque des poneys. C'est ça qui vous fait kiffer. Hein. Ah oui, je comprends. C'est l'attaque des poneys sur une aile de Star Destroyer. Ouais. Non, me regarde pas comme ça, Manu. Non mais. Alors, Et tu résumes le film à une attaque non de mais poney. on va parler de ça et on va parler des critiques portant sur le 9 à propos de ces scènes plus ou moins enfantines, plus ou moins réussies, etc. Qu'on met au débit de Disney. En disant on voit bien que c'est Disney qui a fait ça. Mais enfin, excusez-moi, les Jar Jar Binks, sauf erreur, c'est pas Disney. Les Ewoks, c'est pas Disney. Mais moi j'ai pas dit que c'était Disney. Donc, là, hein. non, mais parce que on lit beaucoup sur le net. Forcément, regardez ce que Disney en a fait. Moi, non, mais c'est même pas ça. Je suis d'accord. Quand tu vois déjà la gueule des Ewoks. C'est pas nouveau. Je veux dire ça. Je vois pas en quoi il y aurait une patte Disney. Alors moi c'est pas par exemple cette scène. Là, c'est un moment où je suis avec Aurélien à ce moment-là au cinéma. Vous l'avez vu ensemble. On l'a vu ensemble. Mathieu l'a vu de mon côté et moi je l'ai vu du mien. Et c'est le moment où je ne peux pas me retenir. Je lui mets la main sur le genou, je te fais ça et je dis oh sur le moment. Mais moi j'ai pas vu. Mais en fait, là-dessus, moi je suis un puriste. Je n'ai pas voulu me spoiler, donc je n'ai vu aucune bande-annonce. Donc je n'ai pas vu cette scène-là. Donc quand je la vois arriver, je me dis mais ça va pas les gars. Et c'est pas sur le mode d'avoir des gentils poneys. C'est pas le problème. C'est le truc mais totalement incongru. Et le truc, qu'est-ce que vous foutez là? Mais qui a eu l'idée d'aller foutre des poneys et de les faire sur une aile de Star Destroyer quoi. Mais les gars, c'est stylé. Mais non, c'est pas stylé. Donc c'est stylé, mais en plus, forcément, je trouve que ça m'a rejeté d'un truc qui pouvait jusqu'à présent éventuellement ça te sort beaucoup de j'accepte de rentrer dedans. J'avais des non-believers derrière moi qui ont beaucoup ricané effectivement sur cette séquence. Mais je c'est vrai que moi j'ai passé quand même quelques secondes à me dire après tu mets ton costume mais tu te rends compte que tu vois c'est ça dont je parle. Sauf qu'en fait ils sont en orbite basse. Non mais les autres les cavaliers n'ont pas davantage de casque. Oui c'est ça, mais en fait pendant toutes ces scènes là je me dis mais comment. Et en fait ils te l'expliquent non mais Sven accepte quand même que quand tu en viens à te poser dans le cadre du film la question de tiens, mais comment ils font pour respirer? C'est que ton truc il est raté. C'est que la suspension d'incrédulité ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ton truc n'est plus là à ce moment-là. T'as raté ton. Comment les poneys du coup tout le temps quand même. Hein. Oui, mais comment faire pour réparer l'espèce de gros serpent vert de terre? Ah non mais ça c'est débile. Je veux dire jamais. Voilà. Enfin, la force ça n'a jamais été ça. Si. Ils ont déjà guéri des gens avec la force. Sinon ils auraient pu le faire pour Dark Maul. Palpatine. Non mais je veux dire tout est une création de. À un moment donné tu te dis mais en fait vous pouvez tout faire les gars quoi. Donc Palpatine y revient. Vous foutez des poneys en orbite. Sauf il y a une scène comme ça. En orbite. Il y a une scène comme ça où dans les épisodes 4, 5, 6 où Luke est guéri par je ne sais plus qui. Peut-être par Alec Guinness. Enfin par. On parle pas moi. Non. Et a priori là le soin c'est parce que eux forment une nouvelle parce que le comment ils appellent ça déjà cette espèce de fraternité entre eux, la gueule de roue. Non. La cocaïne. Voilà, c'est une. Comment c'est quoi le nom qu'ils ont quoi déjà? Une dyade, une dyade en anglais. Non mais
Donc c'est le dernier épisode où tu peux faire n'importe quoi. En gros, tu fais revenir Palpatine. T'es pas fan hardcore, donc limite tu t'en fous qu'il fasse n'importe quoi. C'est-à-dire que t'es pas un garant. Je suis pas fan hardcore, mais c'est pas une question d'être fan hardcore. À mon avis, j'ai envie d'être respecté, moi. Respecte-moi. Alors, attends, quand tu dis ils font n'importe quoi, c'est par rapport à la mythologie ou par rapport au. Mais la mythologie. On te montre en la mythologie. Moi, je suis pas gardien du temps. Voilà, je pense que personne ne l'est. Et chacun, de toute façon, appréciera Star Wars à sa sauce. On a tous une histoire avec Star Wars qui fait qu'on est tous capables, à un moment donné, de vouloir quelque chose. Donc ça, c'est pas le problème. Simplement, je trouve qu'en matière, en termes de cinéma, simplement, tu vois, le truc de me dire. Mais pourquoi vous me servez un truc comme ça ? Pourquoi est-ce que vous me servez un retour de Palpatine dont on ne parle jamais ? Le truc, il arrive comme ça. Pour moi, c'est incompréhensible et c'est un épisode qui est indigeste aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que, allez, vas-y, je te fous tout ce que tu veux, mec. La force, ça te permet de guérir. Moi, j'ai peut-être une idée par rapport à ça, c'est que alors je trouve ça, j'ai déjà dit à AS Micro, je trouve ça toujours hallucinant qu'il l'ait dit avec autant de facilité. Visiblement, il n'avait aucune vision à long terme de ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire qu'ils ont acheté les droits. Il n'y avait pas de nécessité de les exploiter comme ça peut être le cas pour Spider-Man. Voilà, par exemple. Sinon, voilà, ils avaient largement le temps. Alors, il fallait quand même éponger les rachats 3 milliards, je crois, qu'ils lui ont payé. Bon, je pense que Mickey a suffisamment les poches pleines pour pas s'empresser de lancer les trucs. Pour autant, ils ont balancé Kathleen Kennedy à la tête de tout ça et ils ont commencé en ne sachant pas ce qu'ils allaient faire par la suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité de tournage malgré le fait que puisse avoir un casting relativement jeune, mais Carrie Fisher, Mark Hamill, quand tu les mets dans le bateau, honnêtement, je pense que tu leur fais passer un check-up, ou qu'en tout cas dans les contrats, il y a une petite clause disant si t'es malade, t'as plutôt intérêt à nous le dire, ce qui fait d'ailleurs qu'on découvre que Ian McKellen est cancéreux à l'occasion de The Hobbit, parce qu'en fait je pense qu'il a été obligé de le dire au cas où il y a un problème. Mais toi, qu'on lance une continuité de tournage pour pouvoir sortir, voilà, visiblement ça se fait pas, simplement parce qu'ils n'ont pas de vision en 3 films de ce qu'ils vont raconter, et que quand les exécutifs de Disney lisent le script de Rian Johnson dans lequel on flingue Snoke, qui est le méchant de cette trilogie-là, ils se disent ouais, ok, très bien. Puis une fois que le film sort, ils se disent ah, mais en fait, c'est qui le méchant du 3 là parce que Kylo Ren c'est sympa, mais il y a toujours une figure tutélaire au-dessus du truc. Donc comme il l'a tué, on en fait quoi maintenant ? C'est qui le méchant du 3 ? Tu vois vraiment que c'est comme ça que ça semble tellement absurde. Ça semble tellement absurde. Donc on va ressortir Palpatine. Il y a beaucoup de justifications sur le fait qu'il était derrière, que en réalité ils avaient prévu depuis le départ de le faire revenir, que Snork ou Knorr était le son sbire lui aussi, et que c'était lui qui tirait les ficelles derrière. Mais c'est pas très compliqué à dire une fois que le truc arrive à la fin, si tu veux. Mais il y a à quel moment est-ce qu'on te le laisse entendre, on te le laisse entrevoir ? Mais c'est qu'un artifice de scénar. Parce qu'aux États-Unis, quand la première bande-annonce sort et qu'à la fin t'entends le rire de Palpatine, ça pète Internet. Ils cherchent uniquement ça casse Internet. Oui, mais c'est comme quand ils font revenir Ernst Stavro Blofeld dans Spectre et qu'ils le relient maladroitement aux épisodes qui précédaient en disant ouais, en fait c'était moi. Et puis d'ailleurs, à la preuve, j'ai des photos de tous les méchants de la précédente des précédents épisodes. Oui. Bon, c'est pas beaucoup plus cohérent. C'est t'imagines, il y a quand même des gens qui publient sur YouTube des vidéos d'eux découvrant la bande-annonce et réagissant au rire de Palpatine. Et les mecs, ils sont comme des dingues, quoi. Ah, dans la bande-annonce, du coup, la dernière bande-annonce dans la première bande-annonce, à la fin, t'entends le rire de Palpatine. Oui. Donc on le savait. Oui. Ah, bien sûr. Palpatine, je pensais depuis le départ qu'il il nous a expliqué effectivement il y a quelques instants qu'il avait voulu rester vierge. Ah, mais moi j'ai pas vu ça. Bande-annonce. Non, je savais pas moi. Nous on était prévenus, si tu veux. Ah, donc Palpatine pour vous c'est pas une. Ça a été la surprise de la bande-annonce, mais ça n'était pas la surprise du film. Bah oui, moi aussi. Bah je crois que tu l'avais pas vu. Si, dès le premier trailer en fait il est présent. Alors on ne l'a jamais vu dans les bandes annonces. Non, mais moi je savais pas. Ah non, mais même au-delà des trailers, du coup, dans les autres épisodes, on est d'accord, on n'en parle pas. Mais regarde, un truc tout bête, les coups des bandes annonces.
dans l'espèce. Alors effectivement, on a prévenu, c'est en full spoiler. Il y a c'est pas un rêve, toi, c'est une vision que Rey a d'elle méchante avec un affrontement qui se passe. Bah ça, c'est dans la deuxième bande-annonce. C'est le dernier plan de la deuxième bande-annonce quand elle est avec son arme Hulk qui se transforme en double sable laser. Encore une fois, un coup de Disney. Palpatine derrière ce truc là, tu coupes ça derrière, ton film il sort 6 à 7 mois après, bah les gens ils sont en roue libre, et encore une fois tu recasses internet. Alors très rapidement les gens se sont dit ouais bah, c'est encore la même vision que Luke peut avoir dans le retour dans l'Empire contre-attaque, quand il hallucine sur son visage dans le casque de Darth Vader. Toi, tout le monde se doutait bien que, mais c'est paramétré sur des coups marketing. Du coup, qu'est-ce qui vous fait kiffer là-dedans? Parce que pour l'instant, vous acquiescez plutôt aux réserves que je peux avoir. Plutôt que toi, ce que t'as pas aimé, c'est des poneys, quoi. Non, moi ce que j'ai pas... Non. Ça serait un petit peu facile. N'aime pas les poneys. Déjà moi, ce qui pose difficulté, c'est que j'ai rien compris en fait au déroulement du film. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas un Star Wars, c'était les aventuriers de l'Arche perdue. C'est-à-dire qu'on va découvrir un objet, un artefact, un MacGuffin en fait. Pourquoi? Ça n'a jamais été l'ADN de Star Wars, le MacGuffin. Pour aller découvrir un indice, pour aller découvrir un objet, pour aller découvrir... C'est un peu dans le premier, ça, dans le New. Honnêtement, non. Bah non, c'est quoi le MacGuffin du premier? Bah c'est Leila qui dit va trouver Obi-Wan. C'est pour ouais, enfin voilà, mais Obi-Wan il est trouvé au bout de 20 minutes de film. Je veux pas dire que c'est un truc qui là ça t'emmène les 3/4 du film en fait jusqu'à aller sur la planète où il y a les restes de l'étoile de la mort. Enfin ouais, donc en fait tout ce déroulement là en fait. Moi, je comprends pas, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Pour moi, il y a 3/4 dans ce. Je m'en fous vraiment. Moi, ce qui m'intéresse en fait plutôt, et c'est la relation justement entre Rey et la confrontation avec ce côté très intime et Kylo Ren. En plus, Driver est absolument génial encore une fois, et donc c'est ça qui m'intéresse. Donc ce côté-là, je m'en fous un peu. Et puis, ce qui va être un peu le dénouement et un peu la fin, je trouve qu'elle est ratée parce que elle te suggère en fait plein de choses qui auraient pu être hyper intéressantes avec le retour de Palpatine, et en fait tout est vraiment, je trouve moi, extrêmement survolé avec des choses que tu attends et qui ne viennent pas. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce qui est logique puisque c'est dans les dialogues. Moi je m'attendais notamment qu'à la fin quand elle reva dérouiller l'empereur qui est tous les fantômes, tu vois, je m'attendais à revoir Skywalker, c'était prévu. Obi-Wan, enfin tu vois, derrière elle un peu en contrepoint des seigneurs Sith, parce qu'en plus elle le dit, j'arrive pas à les joindre, etc. J'arrive pas à communiquer avec eux, etc. Et là tu te dis c'est là où ils vont venir en fait, et en fait elle ne vient pas. Alors je sais que c'est pour l'histoire du marché chinois, machin, etc. Il y a un utilisateur de Reddit, plein de choses. C'est un Reddit quoi, c'est un site internet, etc. Qui a balancé beaucoup d'infos sur le film, etc. On ne sait pas si c'est vrai, mais effectivement cette scène-là était prévue, mais Disney aurait dit à Abrams que pour répondre aux exigences du marché chinois, il faut pas de fantômes. Alors le problème c'est que t'en as tout le temps. Han Solo c'est un fantôme, oui, mais ni comme tel. On était un. Je sais bien, c'est pour ça que moi cet argument-là je le trouve un peu. On les voit bien à la fin. Oui, un peu bizarre. Et on les voit, mais qu'a priori cette scène-là elle était prévue. Donc je vois pas encore. Et Abrams voulait la tourner non pas avec des images de synthèse ou des repiques de chute des autres films, mais avec les acteurs en disant venez faire votre dernière scène de Star Wars ever. Ça s'est pas fait. Le métrage, ça c'est vrai, devait durer une grosse demi-heure de plus. Abrams aurait milité autant que possible pour le scinder en deux, pour faire 2 films. Et non seulement Disney a dit non, ce sera un, et ton premier montage à 3h et quelques, je veux pas en entendre parler. Ce qui fait que moi, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a quand même un sacré problème, c'est sur le dernier échange entre Driver et Daisy Ridley, où manifestement il manque un dialogue là sur la dernière scène. Mais du coup, tu vois, moi ce que je reproche en fait, si tu veux, c'est que c'est vraiment, je trouve un épisode qui est très maladroit, parce qu'en fait il oscille aussi entre tentatives de câlinage des fans hardcore avec des répliques qui sont totalement faites pour ça, hein. Luke qui reprend le sabre en disant on doit traiter un héritage
on doit traiter avec respect l'héritage d'un Jedi. Oui. Tacle direct à Ryan Johnson moi je trouve ça très embarrassant. et qui n'a pas sa place dans un film. Je veux dire, on n'est pas là pour régler des comptes en fait. On n'est pas là pour régler des comptes là-dessus. Donc ce câlinage des fans hardcore en disant mais non, surtout partez pas, restez là, vous allez voir, on va faire ce que vous voulez, vous inquiétez pas, hein, vous allez tout avoir et ça va être super chouette. La nécessité du coup de donner des origines à Rey, alors que c'était pas le cas. Et donc en fait un film qui oscille entre ces tentatives de câlinothérapie des fans hardcore et puis l'impossibilité de tout terminer avec une vraie ambition. Donc l'impossibilité de clôturer tel que ça aurait dû être, sans doute avec plus d'ampleur, avec plus de temps, avec plus de développement. On passe, j'ai l'impression, moi, tellement de temps à essayer de s'excuser d'avoir essayé quelque chose et tellement à essayer de refaire et de câliner encore une fois les gens qu'en fait on en oublie de raconter une histoire. En fait, on oublie de la clôturer et en plus de la clôturer de manière intéressante, de manière ambitieuse. Et donc, rien de moi, ça m'a ennuyé. Même critique que sur le final de Game of Thrones, quoi. Ouais, c'est un peu ça l'idée, ouais. Moi, j'ai pas été. Game of Thrones m'a pas particulièrement gêné sur le final, mais dragon qui brûle le truc. D'un côté, le mec pas plus que ça. Il a 140 de QI, le dragon il se dit c'est moi en fait qui a apporté la paix dans le monde. Moi j'aurais eu un peu ces critiques là sur le final de Game of Thrones, effectivement trop court, trop ramassé, avec des scènes qui s'enchaînent trop rapidement sans qu'on ait comme dans le reste de la série ces scènes de transition, d'évolution des personnages. Je sais pas pour vous les gars, mais pour moi il y a trois parties bien distinctes dans ce film là. La première partie pour moi est imbitable, indigeste, très rapide. Et tu vois, et puis t'es là, t'es transporté de planète en planète. Et puis alors déjà parce qu'à un moment donné il active le truc où donc tu vois t'as cette scène où il va faire du ricochet là. Donc poum poum. Donc déjà c'est pas très agréable. Ensuite t'as le truc où avec le MacGuffin donc que tu vas de planète en planète. Et moi il y a un truc que je t'avais dit tout de suite qui m'a sorti mais tout de suite du truc. On revient pas sur les poneys. Non, pas sur les poneys. Un autre truc qui m'a sorti, c'est quand on dit bon, les mecs, c'est la merde, dans 16 heures, ça pète. Dans 16 heures, ça pète. Donc il y a un compte à rebours. On nous dit dans 16 heures, les gars, la planète, enfin, on disparaît tous. Et donc là, je me dis 16 heures, ok, 16 heures, bon. Et là, je les vois faire tout leur merdier de voyage entre planètes, et je suis en train de décompter le temps dans ma tête, en train de me dire, mais les mecs, mais pourquoi vous donnez cette information? Je n'ai pas entendu que c'était leur planète qui était... Pas leur planète, l'univers. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, dans 16 heures, les gars, tout le monde disparaît. Ça me dit rien. Le dialogue, mais parce qu'en fait, c'est la menace de l'ordre. Voilà, c'est ça. On est dans la base Jedi, dans la base rebelle plutôt, où Poe Dameron dit bon les gars, c'est la merde. Dans 16 heures, tout pète. Et donc moi je fais mon compte à rebours. C'est le temps de la flotte impériale et le temps qu'en fait il se positionne, etc. T'as vu tous les vaisseaux qu'il a construits? Non mais. Et moi tu vois encore un truc qui moi me sort parce que je suis en train de faire mon décompte et je les vois faire les différents voyages et là je me dis mais au moins Palpatine il a au moins une certaine cohérence dans lui, il veut niquer les planètes. Ah bah lui, je veux dire, il a un truc. Il veut niquer les planètes. Ouais, j'aime pas ça me stresse. Et moi ce qui m'a aussi je suis assez d'accord avec Aurel et aussi la pauvreté à certains moments de certains lieux. Autant la planète des tempêtes, je dis ça a de la gueule. Autant l'antre des Sith, mais alors là j'étais hyper déçu. L'antre des Sith, déjà je m'aperçois qu'il y a des statues là, avec les Sith qu'on voit tomber à la fin. J'ai pas vu qu'il y avait des statues. Mais surtout que l'empereur, t'as ouvert les yeux, l'empereur il est relié à un truc, à un bras mécanique et quand je vois ça, je me dis putain, on dirait un truc à la Giger quoi, toi, un truc biomécanique, tu peux faire quelque chose. Et puis en plus, ce serait pas aberrant avec le truc Star Wars. Tu ne vois jamais rien, c'est de toujours assez loin, il n'y a pas de détails, c'est sombre, ouais c'est une caverne, mais justement ça t'empêche, les sites tu les vois pas beaucoup, je trouve que c'est une
direction artistique assez pauvre. Alors que c'est là, putain, c'est la dernière. C'est la dernière. Aussi c'est la dernière scène. Par Vas-y. exemple, des personnages qui servent à rien et qui pourtant auraient été prometteurs et c'est les Chevaliers de Rennes. En fait, l'armée personnelle de ces gardes de Kylo Ren, où en fait ils sont juste là pour l'accompagner, mais en fait ils font rien. C'est vrai que sur la planète où le pauvre ils ne font strictement rien du tout. C'est un syndrome de Captain Phasma. Hein. Et que du coup, c'est un peu ça. On vous présente un truc trop cool, mais en fait il sert à rien. À part être cool, mais il sert à rien. Et en fait ils servent juste à se faire dérouiller en 2 temps 3 mouvements. Dans les premiers épisodes, il y a la garde rapprochée de l'empereur qui ont des casques rouges. Et en fait on les voit jamais rien faire. Oui, mais celui qui aura la bonne idée d'en faire quelque chose, c'est Rian Johnson. Et qui en fera une scène absolument superbe de combat de laser qui serait super chouette. Et là, encore une fois. Bon, nous, on n'a pas kiffé. Vous n'avez pas de goût. Et toi, Mathieu? Moi, je suis pas un fan hardcore de Star Wars. Donc, je n'ai pas de critique à émettre sur le traitement de tel ou tel personnage ou l'apparition ou au contraire l'absence de tel ou tel autre. Et j'ai pas été plus choqué que ça par la réapparition de Palpatine. Alors que j'ai été effroyablement choqué par le lien de parenté adoptif qu'ils ont créé entre James Bond et Blofeld dans Spectre. Je trouvais que c'était quelque chose qui m'a effroyablement choqué pour le coup par rapport à la. C'était plus d'affect aussi avec James Bond. Voilà. Donc débarrassé de cet aspect-là, moi j'ai vu le film pour ce qu'il était. Je l'ai trouvé extrêmement bien réalisé. J'ai trouvé que il est très fluide, pas forcément dans son montage au début, c'est vrai, c'est un peu saccadé, mais il prend ensuite, à partir du moment où il prend un peu plus son temps, j'ai trouvé que on était dans une belle fluidité. La narration est plutôt bien menée. Je trouve que c'est réalisé avec beaucoup plus d'art et de goût que bien des autres épisodes, et en tout cas beaucoup plus que les Lucas 1, 2 et 3, ça c'est clair. C'est un film qui, sur le plan cinématographique, est bien supérieur à bien d'autres épisodes. Et j'aime beaucoup Adam Driver et Daisy Ridley. Je trouve qu'ils font un boulot extra. Et elle, franchement, je trouve qu'elle est extraordinaire. Et dans ce film-là en particulier. Moi, j'ai trouvé qu'elle était absolument remarquable, franchement, un mélange de sensibilité et de force, vraiment, et j'ai été totalement emporté par le final. Le final, j'ai trouvé extrêmement beau, vraiment. La dernière scène. Oui, c'est peut-être un peu naïf, mais moi, je trouvais ça extrêmement beau. Vraiment. Et je suis resté sur ça, sur un film qui, pour l'essentiel, tient ses promesses. J'ai bien aimé la réapparition d'Harrison Ford aussi. J'ai trouvé que c'était une scène qui... alors derrière moi, on ricanait. Moi, franchement, je l'ai trouvée plutôt belle, cette scène. Surtout qu'elle faisait suite à un duel au sabre qui est quand même magnifique avec ça dans les vagues avec voilà, ça c'est vraiment un grand moment du film. Et pour répondre à la question de Franck, oui, je trouve qu'il y a beaucoup de séquences mémorables dans ce film. Il y a celle-là, il y a les séquences dans le désert avec Chewbacca qui sont que j'ai trouvé très réussies aussi. J'ai trouvé l'affrontement. Lesquels avec dans le désert avec Chewbacca quand il se fait. Oui, je trouve qu'on a une belle ampleur, une belle utilisation du format de l'image. J'ai pas été outrageusement choqué par les séquences finales. J'ai trouvé qu'elles étaient plutôt enfin les séquences de combat. De bagarre. Je trouvais ça la bagarre. Je trouvais ça plutôt bien fait aussi. Et même l'antre des Sith, j'ai trouvé que c'était un univers qui me paraissait plutôt cohérent par rapport à la noirceur, on va dire, des personnages en question. Peut-être un petit peu... Enfin, moi, je trouve que c'est sous-exploité.
Non mais que ce soit sous-exploité, c'est possible, mais sous-exploité par rapport à quoi du coup? Par rapport à la mythologie Star Wars? Non, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'un aplat. Quand j'ai cette scène de cette crypte en tête, j'ai des aplats. C'est-à-dire que j'ai des aplats noirs, des aplats bleus, des aplats de bleu plus sombre au fond. C'est très indistinct. Et j'ai rien... Ben, moi, je serais incapable de vous raconter très précisément le déroulement des épisodes 1 et 2. Hein. Oui. Très clairement. Le 3, oui, c'est plus explicite parce que le basculement d'Anakin Skywalker du côté obscur de la Force, etc. Là, il reste un certain nombre de séquences. Et puis, il reste ce duel là, qui est quand même assez fabuleux sur le volcan en fusion. Mais les deux autres épisodes. Et là, moi, je garderai en tête un certain nombre de séquences, franchement. Et encore une fois, je donne beaucoup de crédit aux acteurs. Alors il y a évidemment le trio mythique qu'on revoit, et c'est émouvant de revoir aussi pour la dernière fois à l'écran Carrie Fisher. Je trouve que ces séquences sont bien intégrées dans le film. On voit bien que il y avait sans doute quelques difficultés ponctuelles pour pouvoir faire coller tout ça, mais enfin bon, voilà. Mais globalement ça le fait pas mal. Et puis vraiment les deux acteurs principaux, je trouve, emportent le morceau. Alors, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Enfin, moi, Dan Driver, je trouve génial, mais depuis le début. Et puis elle, je trouve qu'elle prend de l'ampleur au fur et à mesure des. Et dans ce film-là, franchement. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et j'ai trouvé la fin vraiment émouvante, franchement, quand elle. Même si on le voyait venir. Non, voilà, pas du tout. mais. Bon, bah, si, tu sens qu'un. Enfin, oui, non, ça m'a pas surpris non plus. Bah, il pouvait pas rester qu'Adam Driver. Enfin, que. je te parle la toute fin. Le retour à. Ah oui, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est le baiser, tu parles? Non, c'est quand elle se nomme elle-même Skywalker. Moi, j'ai trouvé que c'était très beau. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle le disait bien avec. Alors moi, je sais pas à quel point du coup on est obligé de recaler le truc par rapport à ce qui avait été fait avec Johnson précédemment, et toi le. Non, c'est de dire que tu es libre d'être. Exactement. En fait, tu peux renier. Exactement. Ça peut paraître un peu naïf comme symbolique, mais c'est quand même tout Star Wars est basé sur le fait que tu emportes l'héritage de ta famille. Et là, elle a rompu le cycle. La Force qui d'un côté ou d'un autre, toi, elle coule dans tes veines. T'es le fils de Darth Vader, forcément, tu vas être tenté par le côté obscur. Le fait qu'à la fin, elle arrive, alors effectivement, c'est un peu naïf, ou c'est pas forcément hyper poussé, mais que t'arrives à t'affranchir de ton passé pour ne pas perpétuer ton héritage, et du coup dire je décide d'être. Et du coup, moi je trouve que c'est assez en lien avec le dernier plan des derniers Jedi, dans lequel toi ça peut concerner n'importe qui en fait, et effectivement elle prend le nom qu'elle veut. Moi c'est plus le retour à Tatooine qui effectivement a du fanservice, mais que j'ai trouvé je m'attendais pas forcément qu'on terminerait là-dessus. Alors, donc, ce ne sont pas des récupérations des plans des précédents films, pour répondre éventuellement à cette question, si vous vous la posiez, puisque... Alors moi, je vais te poser la question parce que je me souviens avoir vu... La réponse est non, ils sont réellement allés tourner. Ouais, parce que je crois qu'il y avait eu des campagnes de préservation du site en Tunisie, parce que avec la montée du désert, le site était menacé, ouais. Donc il me semble qu'il y avait eu, il y a quelques années... des campagnes pour essayer de financer la préservation de ce truc-là. Et donc sans doute que si on rentre dans les détails, on peut trouver tel ou tel détail un peu incongru, telle ou telle séquence plus ou moins réussie, mais je trouve que l'ensemble est ficelé avec intelligence, avec beaucoup d'art, encore une fois, j'ai trouvé, et une vraie volonté de faire quelque chose qui puisse plaire au plus grand nombre. Et je le dis pas d'une manière péjorative. Je crois que les rageux. Il y a une vraie volonté d'Abrams d'essayer de satisfaire le plus grand nombre de quand tu dis justement c'est plein de petits détails, moi c'est ça qui me gêne.
Moi, c'est un le petit film détail. de mecs qui paniquent en fait. Moi, je trouve moi, je trouve qu'au contraire, tu sens beaucoup de précipitation, tu sens beaucoup de dispersion à vouloir être partout en même moment et à satisfaire tout le monde. Il y a ne serait-ce qu'au niveau des intrigues, hein, tu as des choses qui sont problématiques et qui du coup après sont résolues en 30 secondes. Enfin, ne serait-ce que la planète, enfin, comment tu déchiffres avec la dague, etc. Enfin, c'est putain, c'est dégueulasse. C'est terrible. Dégueulasse. Et donc t'as vraiment la volonté. Enfin, moi, au contraire, c'est que oui, moi, je suis d'accord avec toi. Et il y a cette volonté de plaire au plus grand nombre, mais moi, je l'interprète. Pour moi, ça donne un film qui est trop pressé, trop diffus, trop confus. De toute façon, je suis de toute façon incapable aussi de dire qu'il est bien réalisé, puisque de toute façon, je ne sais pas si J.J. Abrams c'est un bon réalisateur. J'en sais rien en fait, puisque de toute façon je sais même pas c'est quoi son style, à part copier Spielberg. Donc je peux pas te dire que c'est bien fait, je peux pas te dire que j'en ai les vu séquences sont lisibles en tout cas. J'en ai vu des plus mauvais. Même déjà un premier point. En l'état actuel. Et les combats, les combats très lisibles. Il a fait mieux. Encore une fois, pour moi, le Réveil de la Force est plus lisible que celui-là. Mais bon, bref. Alors, il est moins dense. Il est moins dense aussi. Il est plus épuré. Après, au rayon de, tu vois, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est en gros, tu vois, à côté, la direction artistique, tout ce qui est costume, uniforme, machin, les vaisseaux, tout ça, il s'arrange pour faire 2-3 plans iconiques. Cette armée enfin, tu vois, cette flotte. Qui est en suspension qui est révélé que en par pleine les éclairs, tempête, etc. C'est des moments qui sont beaux, mais ça reste, tu vois, des petits. Non, mais ça reste des petites choses. C'est pauvre. Voilà, moi, je trouve que justement, c'est pauvre. Et tu vois, quand Mathieu, toi, tu dis les détails, j'accepte ces trucs qui vont pas, j'accepte de les mettre de côté parce qu'il y a un truc global qui me satisferait. Moi, j'ai pas été sorti du film comme toi par tel ou tel détail. Si tu veux. Mais je comprends bien que quand ça t'arrive. Moi, c'est l'accumulation. Quand ça t'arrive, si tu veux, effectivement, au bout d'un moment, tu ne rentres plus dans. Déjà, il y a la compréhension avec le tout début, cette incompréhension où je suis projeté dans quelque chose qui va à un rythme effréné et puis je comprends pas et puis d'où il sort Palpatine, donc toi ça commence là puis tac 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 et l'accumulation de ces détails fait qu'à un moment donné je ne vois plus le reste. Je suis peut-être de très très mauvaise foi en vérité, mais oui peut-être, mais si tu veux même a posteriori je n'arrive pas à réhabiliter, je ne peux pas réhabiliter ce film, c'est-à-dire qu'il y a des fois où même certains films avec le temps tu te les réappropries, vois ou pas, mais là justement ça restera pour moi comme le 7 et le 8, c'est-à-dire des films que j'oublie instantanément quoi. Mais pour moi c'est, tu vois, là déjà il y a déjà des trucs j'avais plein de critiques quand on avait discuté tous les deux, on a passé 1h30 à défoncer le film, à se faire plaisir, je me souviens même plus du quart des critiques qu'on avait pu faire, mais bon. Et moi, par moment, en fait, je me demande si, tu vois, là, quand maintenant que on a le tableau dans son ensemble, je pense que je reverrai plus facilement la première trilogie que la nouvelle. Honnêtement, je préfère aller marcher dans les traces de Lucas avec cette capacité d'être un vrai. La première trilogie 1, 2, 3. Être un vrai niaiseux et en passant par-dessus le 2, parce que je trouve que rien qu'en sortant La Revanche des Sith, si tu veux parler par exemple en termes de bataille et de confrontation, la bataille d'entrée des Sith où ils vont chercher le compte de coups, elle est incroyable. Et elle vaut largement la bataille de la fin ici. Moi j'aime bien avec le rapport, avec le retour des. Donc en fait, pour moi, il y a des choses qui ont été en termes de d'émotion, on va dire, en termes de. En plus, tu peux en dire ce qu'il est. Hein. Effectivement, c'est ultra niaiseux, mais n'empêche qu'il y a une vraie cohérence dans son histoire et que ton apothéose entre guillemets du 3, elle est largement à la hauteur. Elle te nourrit dans tout ce que tu peux susciter d'attente en fait sur ce personnage de Dark Vador, et elle offre une vraie continuité avec le 4. Même si Hayden Christensen est un acteur un peu limité. Ouais, bien sûr qu'il est limité, mais en fait il est compensé par du coup aussi Ewan McGregor qui du coup prend aussi une vraie ampleur et qui porte le truc. Et puis techniquement, c'est ces derniers tiers qui durent une bonne demi-heure là, de règlement de compte des deux. Ça reste un morceau de cinéma qui est absolument fantastique. C'est incontestable. Allez. En fait, moi j'étais persuadé que j'allais détester. J'ai mis vachement de temps à aller le voir.
même y compris le jour même en fait. Moi c'est une séance je crois à 11h et je suis arrivé au cinéma à 11h05 alors que techniquement j'étais à 3 minutes du ciné en fait. Et en descendant l'escalier pour aller au cinéma, j'étais en train de me dire j'ai pas envie quoi. Le premier jour. Pour le 9. Il est allé de 2-3 semaines après. Ah non, j'étais hâté pendant les vacances, il y a à peu près une semaine et j'y suis vraiment, c'est con de le dire, allé à reculons en me disant ça va pas te plaire, le film se fait un peu descendre, tout le monde dit que c'est un peu pété, et puis effectivement le film démarre, je trouve le texte du générique complètement naze. Oh bah oui. C'est creux au possible, la musique démarre, j'ai pas le frisson que j'ai pu avoir pour le 7 ou pour l'épisode 1 à l'époque. Ouais. Donc là je me dis ok, donc ça accroche pas. Vous l'avez tous les ans depuis 5 ans là en fait. Le texte est pas c'est pas forcément question de ça, c'est juste de se dire cette entrée là je sais pas, moi c'est la VHS de il y a 30 ans quoi, c'est toute une imagerie dont tu peux pas t'extraire quoi. Là j'ai pas le frisson, le texte je le trouve complètement con, et puis effectivement je suis d'accord avec toi, l'espèce de saut hyper saccadé, hyper abrupt, ouais, je me dis ok, bon, le démarrage est quand même sacrément compliqué, et puis on part à la foire à l'artefact, ça m'a pas forcément hyper dérangé. Non. Effectivement c'est pas quelque chose de traditionnel dans les Star Wars, mais en même temps, pourquoi pas, à la limite ça change un peu. T'as un sentiment d'aventure, forcément, mais de devoir aller chercher ce truc là, et puis en fait au fur et à mesure que le film se déploie, je me suis pris au jeu en fait en fait c'est pas tellement ce que je voyais, c'est le sentiment d'avoir une aventure. Alors effectivement il y a plein d'endroits où ça me sort parce que je perçois que il a adopté le même rythme que pour son Mission Impossible, c'est-à-dire tambour battant, sauf que derrière à l'écran t'as pas Tom Cruise qui court partout, mais on est sur le même rythme. C'est l'essence de Mission Impossible. C'est ça, sauf que là en fait il se passe quand même des trucs qui sont importants sur lesquels il s'arrête pas. La pseudo-mort de Chewbacca, elle est traitée en un plan, le vaisseau explose. Mais parce qu'on sait très bien qu'il est mort. bien qu'il est mort pas quand même. À quel moment il a vu le deuxième vaisseau? Non. Moi, je me suis fait rouler dans la farine là aussi. Mais moi j'étais persuadé qu'il mourrait pas, c'était pas possible. Il y a deux vaisseaux. Ils avaient quand même bien fait disparaître Solo, ils pouvaient bien faire disparaître. Ah oui, alors moi pour moi pas du tout. Et moi j'étais persuadé que dans tous les cas il y allait avoir forcément des pertes dans l'ancien casting, et que il fallait offrir un espèce de moment de ces pertes là, il fallait pas qu'elles soient un peu hors champ, etc. Donc je me suis dit ok, bon, Chewbacca c'est pas non plus le personnage qui va faire avancer l'intrigue, ce truc là se passe, qui meurt ou pas finalement, moi je me pose pas tellement la question, c'est qu'à partir du moment où tu le montres à l'écran et que tu supposes que c'est mort, enfin que le personnage est HS, derrière c'est comment tu le traites, c'est évacué en 2 secondes. Mais c'est ça qui est problématique, c'est que Leila c'est la même chose, et en fait c'est plus ces moments là de dire ton rythme est tellement effréné parce que tu veux tellement en mettre que tu n'as pas de place pour tes moments supposés dramatiques, aussi peu élaborés qu'ils puissent être. C'est finalement moi ce qui m'a un peu retenu dans le film, de me dire il se passe des trucs et puis finalement t'as pas le temps de juste simplement de laisser ta caméra un peu filer sur une réaction, notamment Désirée, parce qu'en plus elle se révèle, moi j'avais pas forcément trouvé hyper bonne dans le 8, là effectivement elle incarne vraiment le personnage, et t'as juste lui dire toi limite son chef-op qui lui retient la main au moment où il va dire couper en disant non, laisse un peu filer qu'on ce qu'il fait sur la fin, et ça rend le film meilleur. Donc c'est plus moi ces trucs là qui m'ont un peu échaudé. Je le confesse, moi le fanservice ouais, j'ai kiffé. Voilà, sortir le Red Squadron de l'île par Luke Skywalker. Bah ouais, je suis con, mais qu'est-ce que tu veux. Non, mais ça je peux comprendre que ça fonctionne. Ouais, elle le récupère, qu'elle remette son casque, même si ça doit faire 30 ans qu'il est sous la flotte, c'est complètement con, mais c'est pas grave. Les mousses elles sont pourries. De revoir le Tantive 4, c'est complètement. Ce décor d'ailleurs est absolument génial. Lequel l'île sur laquelle Ouais, c'était un décor plutôt sympa qu'ils ont utilisé. Le Tantive 4, c'est le vaisseau de Leila dans le premier qui est sans
s'enfuit avec les 6 réacteurs à la fin. Oui. C'est con, mais voilà, tu le retrouves. Ouais, moi j'ai le fan service, pour peu que tu dis c'est la fin du truc. Mais c'est ça. Moi, ça m'a. Ouais, je suis rentré dedans en disant oui, c'est 30 ou 40 ans d'expérience ciné. Et donc c'est ça le même justifie kiff en parlant de. Non, ça justifie rien, mais en moment tu te dis, c'est pas. Il va pas. C'est pas un film cinématographiquement majeur. C'est pas Kubrick, c'est pas Autour n'importe le vent, c'est pas tout ça. Mais t'as pas besoin non plus d'aller chercher. Non, ça, forcément, mais à mon avis, c'est juste de le prendre pour ce qu'il est. C'est Star Wars. Les histoires de Star Wars, je suis désolé de le dire, elles ont toutes été complètement pétées. C'est-à-dire qu'entre le premier et le 2, t'as toujours l'étoile de la mort, l'étoile noire. Sérieusement, les gars, quoi. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Là, c'est des vaisseaux qui peuvent péter des planètes. Toi, tu vois bien le souffle épique qu'il pouvait y avoir. Bah, moi, je l'ai retrouvé là. Et ben moi, qui m'a toujours, c'est ça qui me fascine dans Star Wars. Et c'est ça qui fait que j'ai aimé ces trucs-là. C'était des films d'aventure. Là, pour moi, c'est plus des films d'aventure. Pour moi, j'ai retrouvé ce sentiment depuis bien longtemps. Jusqu'à la fin. Et d'avoir les scènes qui sont effectivement hyper cucu quand ils arrivent. Effectivement, tu sais qu'ils vont battre l'empereur, etc. Qu'ils vont gagner à la fin. Ces scènes un peu de liesse qu'on retrouvait à la fin des premiers Star Wars, en fait, y compris. Moi, j'ai trouvé ça. Voilà, ils se prennent dans les bras, on a gagné, machin. Ouais, je me suis retrouvé embarqué en disant, ok, mon niveau d'attente était déjà pas très élevé. Mais c'est peut-être ça, moi aussi, qui fait que du coup. C'est une vraie différence, c'est sûr. À force de regarder ça, tu peux être que bien surpris. Peut-être qu'il y a de ça. Et j'en retrouve avec un film d'aventure. Ça clôture le truc sans trop qu'on me crache à la figure. Non, au contraire, on vient de faire des bisous. Et ce final à la Casino Royale, là où il dit Skywalker, Skywalker. Non mais moi je trouve qu'elle a pas dit Mande. Raymond. Moi j'ai trouvé ça très bien. Donc effectivement, toi, je me dis, c'est pas, on aurait pu attendre mieux. Ça aurait pu être bien mieux bricolé s'ils avaient pas, s'ils avaient simplement en fait juste fait leur taf de prévoir, de tourner, de prendre le temps, de monter, de pas virer des réalisateurs en cours de route, etc. Toutes les critiques que tu fais là, tu les fais finalement à Kathleen Kennedy, à ses équipes de production, pas forcément à Abrams qui livre le film qu'il peut. Après. Moi j'ai été embarqué en disant il y a un vrai sentiment d'aventure. Enfin, je veux dire, oui, je suis d'accord. T'as pas un mec qui est là et qui filme ce qu'il veut. Le mec, on lui demande de filmer et éventuellement il y a des fois il a un petit peu de marge de liberté et voilà. À mon avis, c'est ce qu'ils ont fait de la franchise. Ils ont fait quelque chose qui est vachement moins bandant que ça n'a été. Ah mais je suis d'accord. Moi c'est ce qui me dramatise en fait. Est-ce que c'est pas une question d'âge aussi? Moi je pense pas. Non, je suis pas certain. Je pense pas non plus. Je pose la question en répondant plutôt par le négatif. Tu vois, que ce soit la ressortie des 4, 5, 6 où j'étais déjà adulte. Pourquoi est-ce qu'on aime autant l'Empire contre-attaque? Pourquoi est-ce que tu aimes autant Azkaban? Tu aimes Azkaban? Le prisonnier d'Azkaban dans Harry Potter? Pour moi, c'est le même truc. C'est-à-dire que il y a ce truc tout à coup qui dans un environnement, enfin dans une licence qui peut être un petit peu. Qu'est-ce que tu vas raconter comme connerie là? Non. Pour moi, Azkaban et l'Empire contre-attaque, c'est à peu près les mêmes trucs qui se mettent en place pour moi. C'est-à-dire que j'y vois tout à coup dans une licence qui peut être pour moi, mais pas forcément que pour moi, mais également pour des mômes, quelque chose qui me parle en tant qu'adulte. Et qui peut m'interpeller parce que du coup il y a un sous-texte qui arrive et peut-être beaucoup plus brutal et qui moi me parle. Et Harry Potter à la base c'est pas quelque chose qui fait pour moi. À partir d'Azkaban je m'y intéresse parce que Azkaban m'apporte quelque chose. L'Empire contre-attaque, je suis trop petit, je dois avoir 4 ans, je vois plus tard. Il me défonce ce film. Parce qu'en même temps t'as des scènes qui sont hautes. Mais ouais. Mais là, moi, je retrouve. Mais tu vois, le truc sans épique. commune mesure, je retrouve quelque part un peu de ces scènes-là. Hot, t'en as pour combien de temps de scènes sur Hot? Mais c'est un autre rythme aussi. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et moi, à un moment donné, encore une simplement, fois, t'as pas 50 environnements. J'irai pas défendre. T'as pas 50 environnements dans 2h20 de métrage. C'est un menu maxi best-of. Oui, si tu veux, j'irai pas défendre. La malbouffe, t'es capable de cracher dessus. C'est gras et indigeste. C'est gras et indigeste. Moi, j'ai pas. C'est gras et indigeste. Et ceci dit, j'irai pas défendre l'épisode 9, toi, envers et contre tous. Hein. Et pourquoi tu l'aimes, toi?
c'est pas le sentiment. L'Empire contre-attaque, puisque tu dis, parce que ça tombe pour toi être une pierre angulaire. Ah bah oui, enfin, je suis pas le seul d'ailleurs, Ouais. hein, je pense, mais l'Empire contre-attaque est un film qui était particulièrement réussi. Parce qu'il n'est pas fait par Lucas déjà. Parce que peut-être parce qu'il y a effectivement un certain nombre de scènes mémorables, parce que le scénario est hyper bien pensé et que le rythme est très bon entre des très grandes scènes mythiques de combat et puis des moments plus introspectifs où ils prennent leur temps. Dagobah, c'est fou, quoi. Mais oui, mais on voit bien que par rapport, tu transposes. Et puis parce qu'il y a quand même Je suis ton père, qui est quand même l'une des répliques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Enfin, il y a quand même des... Cette révélation ultime, enfin écoute, Ouais. Ah, mais même sur le Je suis ton père, le film fonctionnerait, quoi. T'es juste Ouais, mais bien sûr. Et donc, Non, mais là, t'as quand même- les différences, elles sont flagrantes malgré tout, et c'est pas qu'une question d'époque. Et un John Williams extraordinairement en forme, parce que Sans c'est... forcément, toi, dresser des comparaisons, mais... Bah, tu peux, c'est la même, Là, t'es dans le même épisode univers. 9 m'a quand même cueilli à certains aspects. La réapparition de Harrison Ford, Oui. je me suis dit, pour que lui revienne, parce que pour le coup, c'est vraiment lui, bah, cette scène-là, moi, je la trouve vachement touchante. Moi aussi. Et dès que je le vois arriver, tu sais à quoi j'ai pensé ? Kevin Costner dans Superman. Ah oui. Et là, je me suis dit, oh, parce que quand même, cette scène-là, elle est complètement pétée. Hein. Le mec lui dit, tu vas tuer des gens, c'est pas grave, t'es gentil. Sérieusement, quoi. Et quand je le vois arriver, je me dis, oh putain, il va nous faire un Kevin Costner. Et il dit 3 mots, mais c'est hyper. Alors oui, il sort le je sais, qui est. Oui. Je sais pas. Bon, moi je l'ai trouvé assez malade, assez maladroite, assez grossière, assez. Encore une fois, Ceci dit, moi j'ai un. Ah oui, non, On peut mais difficilement être plus en contradiction quand je l'ai vu, effectivement, moi, ça m'a Mais pas. tu sais qu'il y a une suspension dans la scène. quand toi, il t'as- En même temps, encore une fois, je l'ai déjà dit, frais. mais j'entendais ricaner derrière moi. quand tu vois dans le premier trailer du je 7, regrette qu'ils aient ricané trop fort. quand on revoit, je sais pas si tu te souviens, le premier trailer du 7, Ouais, c'est terminé est-ce que tout par est vrai l'apparition. Non, c'est terminé par l'apparition quand il déboule dans le Faucon Millennium, Ah oui. et qui regarde, il fait Chewie, on est chez nous. Et en fait, moi, j'avais eu un truc mais incroyable. C'était la promesse. Et là, en fait, je dis oh putain. Et en fait, ça me donne rien. Et je vois en fait ce que ça va donner, c'est-à-dire la légitimation. Voilà, on va venir apaiser la douleur du perso de façon assez grossière, pour lui venir de dire mais en fait arrête, tu sais, t'es gentil. Bah, en même temps. Et c'est relou en fait. Mais c'est pas. Mais ça, c'est quand même bien dans l'esprit de toute la série. Mais je trouve que c'est pas plus naïf ou plus. Mais je trouve que le dialogue est mal écrit. Je trouve que c'est pas émouvant. Voilà. Je trouve que moi, Harrison Ford, en fait, pour moi, il est en train de dire alors du coup, là, les impôts de cette année, c'est bon, c'est payé. La piscine, c'est bon, c'est payé. Ma 3e prothèse de hanche, c'est bon, ça c'est fait. Mais non, il a Indiana Jones 5 pour ça. Et enfin, tu vois, franchement, c'est pour moi, c'est du cachetonnage. C'est absolument pas, c'est du cachetonnage. Et ça Ça traduit n'a pas la justement. puissance de You were my brother. Voilà, c'est ça. Mais bon. Et ça traduit même pas. Non, mais ça, c'était un grand moment. Ça traduit même pas une volonté. Ça traduit encore vraiment la volonté de câlinothérapie de cette putain de franchise. Sauf que ça n'a pas le talent ni l'imagination. Et je devais pas m'énerver en plus. J'ai du mal, moi, c'est vrai, à faire comme vous, à voir dans ces scènes autre chose que Que l'auto-justification. Ouais, puis du clin d'œil avec du fric derrière. Enfin, c'est naze ce que je dis, mais tu vois, ce truc qui est pas du tout honnête. Mal, quoi. Ouais, j'ai du mal à y voir Le dialogue quelque chose est qui me naze. transporte. Je n'arrive plus à y Après, voir je un pense truc que de c'est fan hyper service. subjectif. Moi, je t'ai dit, j'étais hyper réticent. Je me suis dit, oh là là, ça va être. Ils vont. Mais ouais, mais parce que t'as- Alors que le Rogue One. Mais ouais. Alors que le putain de Rogue One, tous ces trucs de fanservice avec la silhouette en ombre de Vador quand il rentre dans le. Il n'y a pas d'enjeu dans Rogue One. Mais tu t'en fous. Mais là, putain, j'avais les poils comme ça. Et là, ça fonctionnait. C'est là où c'est fort. c'est Là, que ça fonctionnait tu parce que connais le film, l'histoire il est comme le épique. Titanic, tu sais qu'ils vont livrer les Mais plans, oui. tu sais que voilà. Sauf que du coup, t'es embarqué. Ce qui Moi, j'ai prouve pas été bien embarqué que- par Rogue One. Ah bon Et la réal. C'est rigolo, ça. C'est un des. Ouais, moi, c'est j'ai- vraiment- Alors que je trouve que c'est un putain de film Ah d'aventure. ouais, il est génial. Parce qu'il y a une unité, il y a beaucoup moins de lieux aussi. Surpris, déçu, Et parce il t'offre qu'on me en le plus, livre comme étant un espèce de film de guerre, je n'attends que ça, et je trouve que le film ne décolle jamais. Et arrivé sur la planète,
je retrouve pas de sous-éthique. Le personnage de l'aveugle, etc. Moi, je trouve qu'il y a pas d'enjeu. C'est des personnages qui sont hyper maladroits, qu'on n'investit pas parce qu'on sait que de toute manière, ils vont tous y passer. La fin avec cette mort-là où ils se prennent dans les bras, il y a pas d'enjeu. Mais encore une fois, c'est vraiment une question hyper subjective. Épisode 9, moi j'irais pas encore une fois le défendre envers. Il a énormément de critiques, il y a certains trucs qui tiennent pas du tout la route, qui sont et effectivement il faut faire avancer et limite c'est d'aider au fond du truc qui a la bonne idée de ce que on peut ou guérir, toi, la Deus Ex Machina. Bah non, ils peuvent guérir. Ok, très bien, comme je suis, t'inquiète pas, on va se démerder. Tu sens qu'effectivement c'est un peu bricolé toute cette histoire là. Mais au global, sur le paysage global, il y a eu une aventure, machin. J'ai retrouvé un peu le sentiment que j'avais en regardant l'Empire contre-attaque et aussi Jedi. Et limite, vu la pauvreté de 7-8 au fait qu'on s'attache pas vraiment à ces personnages-là, que toi, Kylo Ren qui claque, finalement... C'est pas comme si... Enfin, je sais pas, j'ai été infiniment plus affecté à la fin de l'Empire contre-attaque quand tu sais qu'Han Solo se fait gauler, qu'il est carbonifié. Et là, tu te dis, putain, mais parce que t'as pas. Mais ils ont loupé le coche. Dans l'écriture, t'as pas, parce que les personnages sont pas écrits. Oui, c'est ça. Tu vois, le seul qui pouvait, je trouve, rentrer dans le costume finalement d'Han Solo un peu, c'est Pokémon au démarrage là, quand tu le retrouves. Moi, il m'a fait kiffer dans la première partie du film où il est aux commandes du Faucon Millenium. Je le trouve génial. Je trouve qu'en plus c'est un putain d'acteur lui aussi. Mais en fait, ils sont tous sacrifiés, ils sont tous sous-écrits. Fine. Mais c'est. Les roses. L'écriture du destin de film. Je suis d'accord. De ce personnage-là. Ils ont loupé la trilogie. C'est même plus un film. Ils n'ont pas réussi à recréer une nouvelle équipe à laquelle tu t'attaches. Il n'y a aucun des gamins qui parle comme dans les cours de récré, je suppose, de la même manière que nous, on peut parler de Luke Skywalker et compagnie. Encore une fois, Leila, oui, les plans sont parfois un peu pétés, tu sens que ça a été bricolé. Mais t'as un peu quand même d'affect quand tu la vois arriver. Parce que tu sais qu'elle est morte. Oui, c'est ça. Mais parce que t'as eu un affect sur le personnage. Aujourd'hui, les gamins qui ont suivi ça, de voir Kylo Ren à la fin passer l'arme à gauche, certains qui s'en retournent encore, quoi. Donc effectivement, ils ont loupé le coche par rapport à ça. Mais pour autant, qui est tellement impressionnant. Sur la globalité, l'arc narratif se termine. On en a terminé avec cette histoire-là. Il y a un sentiment pour moi d'aventure dans ce film-là, très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. Le dernier plan sur Tatooine, moi je l'ai pas vu arriver et ça fait partie de la deuxième bonne surprise il est bien fait, de ce truc-là. Ça se termine sur ce plan-là. J'ai sur un morceau de fer, c'est sympa. Bon, ça marche. Voilà. Après, je suis curieux de voir ce que. La gaming que c'était Gustin de. Ça vous dérange là, les Muppets là? Sérieusement. Après, on va voir ce qu'ils vont faire avec leur nouvelle trilogie. Mais oui, aussi Rian Johnson. Bon, on n'arrivera pas à se réconcilier. On va pas se foutre sur la gueule quand même. Non. Mais en même temps, je comprends vos critiques. Moi, je les comprends aussi. À cet instant-là. Objectivement, je les comprends, si tu veux. Mais toi, il y a un truc en plus de toute façon qui vous a happé et qui vous a permis de rester dedans. Et moi, ce truc-là, j'ai pas réussi à le choper. C'est Daisy Ridley. Moi, c'est le fan service. Moi, Adam Driver n'a pas. Non, mais blague mise à part, objectivement, je les comprends vos critiques. Et si j'avais à faire une critique objective du film, sans doute que je dirais les mêmes choses que vous. Mais voilà, il y a un petit quelque chose en plus qui fait que je suis arrivé à passer outre. Bon. Moi j'ai eu qu'une truc, c'est qu'il pète le Faucon Millenium. Toi j'étais comme ça pendant tout le truc en disant non, tu vas pas me casser ça quoi. Et c'est du fanservice, voilà. Moi c'est le fanservice qui m'a accroché. C'est le sentiment, machin, c'est l'histoire des deux sabres laser. Quand elle découvre que c'est le sabre laser mais c'est complètement con, de Leila, celle qui le récupère. Bah ouais, je me retrouve adolescent à 14 ans à mettre pour la première fois de ma vie la VHS dans l'éthoscope et à regarder ça. Voilà, j'ai retrouvé un peu ce sentiment. Léa que tu n'auras jamais vu de ta vie avec un sabre laser dans la trilogie originale. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Oui, ils ont été obligés de bricoler effectivement cette scène d'entraînement avec Luke. Allez. Et de ce que j'ai compris d'ailleurs, c'est la fille de Carrie Fisher qui l'interprète dans cette scène. Ouais. D'accord. Plutôt bien fait aussi. Vous voyez les rageux, là, vous voyez, on peut ouvrir et se faire des bisous, quoi. On peut vous faire des bisous, on va vous faire des bisous. Coupe le micro, tu vas voir. Des bisous du wok. Juste 30 secondes, Mathieu. Mourir peut attendre ou pas?
Mourir peut attendre ne m'attendra pas, incontestablement. D'accord. Au vu T'es de emballé ces- par la bande-annonce ou pas? Ah oui. À fond. Oui, j'ai trouvé cette bande-annonce exceptionnelle. Tu sais même pas de quoi on parle. Si, mais nous avons vu la bande-annonce au ciné Ça tous les claque, deux. hein. Moi, je l'ai vu, Avec bah, Freddie Mercury au casting, j'ai vu. Ouais, il y a le J'étais chanteur de content. Queen dedans. Il y a le chanteur de Queen. Je l'ai trouvé extrêmement, je l'ai trouvé extrêmement, extrêmement intrigante. Voilà, j'ai l'impression qu'il va se passer pas mal de choses. Et Bah ouais, en plus, Moi, sur grand écran, ça envoie quand même. Ouais. ah ouais. La scène en moto et compagnie. Ouais. Ah oui, je pense que c'est. Et moi, je laisse Daniel Craig quand même partir avec douleur. moi aussi, mais alors, Ah, mais moi, toi, ce sera pas ton cas. Non. Moi, J'attends de vraiment, voir, là. Je lui donne Ouais, encore une chance. Mais... Tu vois, pour les vacances de Noël, ils ont repassé tout un tas de James Bond, et notamment Ouais. les Moore, les Connery, tout ça. Autant j'adore Sean Connery, mais Roger Moore, quand C'est- même. Ah, C'est ouais, quand même. Ah, c'est mais quand il s'en même, bat les steaks. je ne quand peux c'est pas, possible. J'ai du mal. Alors il faut les voir en VO quand même, hein, pour que ça change un peu la donne. Ouais, Il y a le charme quand même de la VF qui Oui, est, mais il a une voix assez différente quand Ouais. même en réalité, beaucoup plus grave. Et, Ouais, mais tu vois, les situations, les vannes, enfin. pas tous. On peut pas généraliser. Ça a pu fonctionner. Est-ce que le Moonraker, tu vas le Non, je sauverai pas Moonraker, mais je sauverai C'est un très truc volontiers. aussi que j'ai Je vu, sauverai volontiers l'espion qui m'aimait en revanche. Ouais. Oui. Même si moi j'aime bien Moonraker. C'est pareil, c'est le truc. Tout n'est pas mauvais. hein. Daniel Creton, Ah oui. quoi. Tout n'est pas mauvais dans Moonraker. La première partie de Moonraker est assez réussie, mais c'est vrai que la fin est assez grotesque. Mais bon. Mais non, voilà, pour le nouveau, ouais, impatient. Bah oui. Puis j'ai eu confiance au cast, Rami Malek. Et dans le réalisateur, parce Ouais, que ouais, d'ailleurs. c'est quand même a priori quelqu'un qui Qui sait faire. sait faire. Bon, écoute. On en reparlera. Donc c'est Voilà. 8 avril. 8 avril. Bon, Ouais, bah, ça vient bientôt. on prend date. Ouais. On prend date. On prend date. Ah ouais, on n'a pas chroniqué Non, on a de James Bond. non, on n'a pas Non. chroniqué Eh de ben James écoute, Bond. ça fera partie. Donc Mathieu. Et non, parce que Spectre, c'était. C'était avant qu'on commence. C'était il y a 4 ans. Juste avant qu'on Ouais, je commence. pense. C'était une merde surtout, mais. On pourra peut-être chroniquer le prochain Kubrick Il aussi. n'est pas pire que Quand tu vas au soleil. La première partie de Spectre était très réussie, Oui. mais à un moment donné, le film part totalement en vrille, sans qu'on sache pourquoi d'ailleurs. Mais la première partie, t'es dans les rails du Skyfall, hein, complètement. Mais après, je suis d'accord avec toi là-dessus. Évidemment, ouais, c'est ça dévisse. Oui, le film dévisse Ça en cours dévisse. de route. On perd le personnage de Bautista là, qui était pourtant extraordinaire à l'issue d'une scène très réussie d'ailleurs de combat baston dans le train. c'est d'ailleurs la dernière scène intéressante du film. Le reste après ne l'est absolument plus. Ouais. C'est le point de bascule. Et c'est Bon, dommage parce que. on verra tout ça à ce moment-là. Ouais, on verra bien, ouais. Absolument. Eh bien, Allez, on clôture. Tu Ouais. dis au revoir. Au revoir. Dis au revoir aux gens. Au revoir. Au revoir les rageux. Oh la chaleur. Qui ont perdu leur âme d'enfant, monsieur. Oui, Ah tu as oui, perdu ouais, ton âme c'est d'enfant. fait. Et toi, t'es marvelisé dans ta tête, donc t'acceptes le C'est caca. clair. Voilà. Allez. C'est tout ce que j'ai à dire. Marvelisation des esprits. On voit où ça mène. Bon, en attendant, allez voir quand même Star Wars, c'est quand même un mythe, ce serait quand C'est même vrai qu'il dommage de manque pas en d'argent. profiter, surtout. Voyez-le en streaming. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. et allez voir à couteau tiré. Oui, allez voir un couteau tiré, je suis entièrement d'accord. Allez, revenir Richman. Ah, c'est en streaming aussi. Allez. Oh, ok. On va couper. Et puis, prochain épisode, on fera peut-être un épisode un peu, pas fourre-tout, mais. Ouais. Vous avez compris, maintenant, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Voilà. Il n'y avait plus trop de. Et donc, avril, on se retrouvera probablement avec, Ouais, ça c'est sûr. avec Mathieu. Pour, mange pas ta gourde. Pour débriefer. Et alors, ce sera donc la deuxième fois que Daniel Craig et Anna de Armas auront été réunis, puisqu'elle joue également dans Un couteau tiré. Donc vous avez compris, un couteau tiré, c'est vachement bien. Vous l'avez déjà vu dans Blade Runner. Blade Runner, ouais. Ah, j'avais pas reconnu, enfin on en parlera en off, Mathieu, mais je l'avais pas reconnu. Moi. mais elle est géniale, elle est vraiment géniale. Allez, go. Donc, il vous avez vraiment filé du pognon, Ryan. Bah écoute, Faut tirer. Allez, bon, en attendant, portez-vous bien, passez un bon début d'année, et puis voilà, allez au cinéma autant que vous pouvez. Salut. salut. À bientôt.